10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Ce week-end marque un tournant et les amis, j'en ai vraiment marre. Pas de faire des vidéos et pas des récaps du week-end, ça c'est toujours un plaisir, même si je dois dire 2 vidéos pour un lundi, ça fait un peu sport. Mais j'espère que ça va vous plaire, il y a tellement de choses dont on doit discuter qui se sont passées ce week-end, tellement, et je parle même pas de Doncic aux Lakers, je parle même pas d'AD à Dallas, je parle même pas de Fox aux Spurs, même si ça pourrait être assez intéressant. Mais je parle de tout ce qui s'est passé évidemment sur la planète foot, des matchs saveur Ligue des Champions un petit peu de partout aux 4 coins de l'Europe, des matchs qui dans quelques jours seront des matchs de Ligue des Champions, un en particulier dont on va parler, et de partout sur le continent, des folies, une course au titre en Liga relancée, le lieutenant de la largeur Simone Inzaghi qui pète un câble, j'ai hâte de vous montrer ces images. Et malheureusement, mon Noël battu, oui, mais au moins ici, les gens à Amsterdam sont très heureux. Si vous voulez savoir pourquoi, si vous voulez découvrir pourquoi, si vous ne savez pas déjà pourquoi, je vous raconte en fin de vidéo et je vous donne bien sûr mes mousquetaires avec des mousquetaires extrêmement hipster. Les amis, ça fait je crois, 11 heures d'affilée que je suis sur le pont, donc vous êtes chaud pour un récap du week-end. Bah, merci d'être là, rien de plus. Merci d'être là, ça fait plaisir. Installez-vous bien et vous avez bien mérité, vous aussi, un bon petit 3 quarts d'heure pour parler de tout ce qui s'est passé sur les derniers jours. Alors, le maître dépassé, peut-être que les termes sont un petit peu forts, mais il y avait de ça. Dans la victoire d'Arsenal 5-1 contre Manchester City, Pep Guardiola nettement battu par le disciple Mikel Arteta, et même Kai Havertz a marqué. C'était vraiment un classique des dernières années dont on avait une nouvelle itération. C'est les deux prototypes du football des années 2020, Manchester contre Londres, bleu contre rouge, le maître contre l'élève, et bien sûr Gabriel contre Erling Haaland. Ça a vite tourné à l'avantage des Gunners. J'ai vu le match en direct, j'étais posé sur mon canapé tranquille, et j'ai vu Manuel Akanji en prime time nous sortir une Abdoukodir Roussanov, mettre tout de suite son équipe dans le dur avec une énorme bourde. Havertz sans saisie, très bon travail de Declan Rice, faut le dire. Havertz sans saisie, remet sur Martin Odegaard et ça fait 1-0. Lui qui marquait pas beaucoup dans les gros matchs, pas trop de buts, pas trop de passes décisives, il disait il voulait que ça change. En 2 minutes, ça a changé. Et ouais, la réaction bien sûr, vous l'avez vu sans doute déjà, la célébration Gabriel avec son copain, ça c'est aussi une des histoires qui est en train de se développer en Première Ligue. Mais sinon, je dirais que quasiment tout le monde à Arsenal a été au top, Raya notamment, qui à 2 reprises en première mi-temps a eu du travail, s'est bien employé. Même Havertz a été bon, pourtant son match avait pris une tournure avec cet énorme raté à la 26e minute, une tournure que Stan ne connaît que trop bien. J'ai tout de suite pensé à lui là sur cette occasion, peut-être vous aussi, sa réaction sur cet énorme raté. Et en plus, le truc, c'est qu'en deuxième période, City égalise, je dois dire, avec un top mouvement. Savigno, pour le coup, qui a un petit peu surnagé par rapport à tous les autres. Lui, je l'ai trouvé pas mal. Le petit contrôle orienté, là, pour se retourner face au jeu et après mettre le petit ballon pour Erling Haaland, qui en avait touché peut-être 5 en 50 minutes. Mais là, il prend le dessus sur Saliba. Magnifique, ce qu'il fait de mieux. Et ouais, franchement, un très beau mouvement pour l'égalisation de City. La célébration aussi, elle est pas mal. Seulement, les problèmes à la relance de Manchester City les ont plombés. C'était Akanji tout à l'heure, c'est Foden ici, 1 minute après avoir égalisé en plus. Alors que c'était le moment pour revenir définitivement dans ce match. Passe de Foden interceptée par Thomas Partey qui a fait un top match. Pour le coup, sa frappe, elle est déviée, elle est un peu heureuse, déviée par Stones pour le but du 2-1. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé très bon. C'est un de ceux qui m'a le plus parlé à l'écran. Beaucoup d'interceptions, récupérations, la bataille de l'entrejeu. Elle a été gagnée par Arsenal en grande partie grâce au gros boulot de Thomas Partey. Et même techniquement, des petits moments comme ça pour sortir face à la pression de Kovacic. Des petits gestes très sympas. Il lance aussi Gabriel Martinelli sur le but du 4-1 qui finit par Havertz. Donc dans l'ensemble, juste un gros match de Thomas Partey qui finit avec 5 tacles réussis. C'est le record du match. Et aussi 2 interceptions. C'est le co-record du match et co-détenteur en compagnie de Declan Rice. Donc ouais, franchement, beau travail de Thomas Partey là-dessus. Et après sinon, donc Havertz a eu son but, mais les rookies se sont mis en lumière. D'abord Miles Lewis-Kelly sur cette petite passe de Declan Rice. Entre 3, super contrôle orienté, il revient sur son pied droit, fini. Belle saison de Lewis-Kelly avec le temps de jeu qui lui est imparti. En plus, la célébration très taquine pour son premier but dans l'élite. Et Ethan Nwaneri, c'est pas son premier but avec Arsenal, il en avait marqué un peu similaire contre Girona l'autre jour. On sait qu'il a cette qualité pour ouvrir le pied gauche comme ça.
C'est pas encore Bukayo Saka, mais à 17 ans, ce qu'il fait, c'est très fort. Et il marque le 5-1 avec Ortega qui est un petit peu masqué. Ouais, juste un gros match d'Arsenal, dominateur dans tous les compartiments. Declan Rice, 2 passes décisives. Le record d'occasion créée aussi, 4. Et un match classique City-Arsenal, je dirais. 2 équipes guardioliennes, 2 équipes de contrôle, 2 équipes qui vivent par la structure. Au total, il n'y a que 19 tirs cumulés. Des 2 côtés, City a réussi, je crois, 2 dribbles en 90 minutes. 3 grandes occasions dans le match au total. Mais c'est peut-être un symbole, cet Arsenal qui l'emporte et qui, cette saison, est plus City que City eux-mêmes. Peut-être que oui, une page vient de se tourner. Alors, ailleurs en Première Ligue, les autres en ont profité aussi. On fait notre petit tour d'Angleterre avec d'abord Forest qui a explosé Brighton. Quand vous voyez Anthony Elanga déborder là, vous pensez qu'il la met en retrait à qui? Je vous ai répondu Chris Wood, bien sûr, vous avez raison. Ils en ont planté 7 à Brighton, dunk. Tous les autres ont été dépassés, très compliqué récemment pour Brighton. Ils en ont pris 5 contre Bournemouth, Forest. Ils ont refait un peu leur goal average. 7-0, triplé de Chris Wood, ça fait pour Wood 17 buts cette saison en Première Ligue. C'est le 3e meilleur buteur derrière Salah et Haaland. Donc ouais, juste gros résultat de Forest. Ça, je regardais un petit peu. C'était samedi 16h. Et ouais, sur cette passe de Verbruggen, Brighton vraiment à la dérive. Jota qui s'en saisit, qui marque le 7e quelques secondes après le 6e. Vraiment, ils ont chaviré et Forest s'est fait beaucoup de bien. Bournemouth, alors justement, qui avait battu Forest 5-0, eux ils étaient face à Liverpool et comme d'habitude ils ont été coriaces. Antoine Semenyo dans son style si particulier là où c'est tellement dur de lui prendre le ballon en pleine surface avec ses quadris, ses ischios qui font la taille de je sais pas quoi mais qui sont énormément très volumineux. Il prend le dessus sur Alexander-Arnold, sur Konaté, ça frappe. Elle touche le montant, premier poteau touché par Bournemouth. Ils ont fait des erreurs comme celle-ci, Cook sur Gakpo, penalty provoqué, transformé par Salah. Salah, il en a eu 2 de plus. Il n'arrête pas. Le pharaon. Et malgré cette frappe repoussée par le montant de Tavernier, 2e poteau pour Bournemouth, malgré des situations comme ça, quand ça revient dans les pieds de Kluivert, il doit marquer. Bournemouth, ils ont eu 14 tirs, 3 grandes occasions. Ils ont gâché de très grosses choses. À la fin, Liverpool, bien sûr, est toujours dur à battre. Et quant à Mo Salah qui a 21 buts et 13 passes D en 23 matchs, ça va toujours être un petit peu difficile. Donc ça, c'était du côté de Bournemouth, la victoire de Liverpool. Pour United, c'est la catastrophe qui continue. Yoro pris dans son dos, là, un petit peu douteux. Doublé de Mateta, ici et là. United perd contre Crystal Palace à la maison. Et en plus de ça, leur taulier, leur soldat, Lisandro Martinez, est sorti sur blessure. Ça va être sa 6e longue blessure en 4 saisons. Déjà 23-24, ça avait été une catastrophe, mais là, blessure au genou, elle a l'air de faire un peu flipper celle-là. Donc on verra. Très mauvaise nouvelle, bien sûr, pour les hommes de Ruben Amorim qui replongent. Alors que Tottenham respire très légèrement. Ce week-end, le soleil était de retour en Europe. C'était le cas à Amsterdam, c'est le cas dans pas mal d'endroits. Et à Londres aussi. Pour Tottenham, une très légère éclaircie en battant Brentford 2-0. Ils n'avaient pas gagné un match de Première Ligue depuis mi-décembre, mais là, notamment grâce à Pape Matar Sarr, en fin de match, victoire 2-0. Ils renouent avec le succès, ils étaient sur 4 défaites d'affilée, Everton, Leicester en plus, pas des cadors. Donc Postecoglou et ses gars étaient très mal. Et peut-être que ça intervient en bon moment, avant un des matchs clés de leur saison, c'est cette semaine, c'est la demi-finale de League Cup retour, jeudi 21h contre Liverpool, ils ont gagné le match aller. Donc Liverpool en face à Anfield, ça va être difficile. Mais ouais, il y a une qualif pour une finale, il y a une finale de coupe à aller jouer. Tottenham, niveau titre, on sait qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Donc ça pourrait être une des illuminations de cette saison, à condition de tenir à Anfield jeudi. Et alors, pour parler de ce qui va se passer cette semaine aussi en Angleterre, il y a Chelsea qui joue ce soir, dans quelques heures. Et contre West Ham, au classement, ils ont l'opportunité de faire une énorme opération. 40 points pour Chelsea, avec un match en moins que Newcastle et City qui sont à 41, parce que Newcastle aussi a perdu. Ils pourraient revenir top 4, tout simplement. Bournemouth aussi a perdu, du coup. Ils pourraient revenir top 4 avec un succès contre West Ham, à la maison. Donc vraiment, ils ont un très gros truc à faire. Et Forest, comme on a dit, 47 points. Ils ont consolidé leur place dans le top 3. 6 points de plus que City, 6 points de plus que Newcastle. Mais aussi, niveau différence de but, ça leur fait du bien d'en passer 7. D'effacer un petit peu la gifle qu'ils avaient pris contre Bournemouth.
alors que Liverpool, en l'emportant contre Bournemouth, garde 6 points d'avance, avec un match en moins en plus sur Arsenal, et une différence de but supérieure. Ils sont dans une très très bonne position. Et voilà pour notre tour d'Angleterre. Alors, c'était aussi le derby della Madonnina en Italie, et Milan est orange, rouge, noir, bleu, quelle couleur? Non, peut-être simplement oragné, parce que ça a été un derby qu'ils ont bien aimé ici aux Pays-Bas. Alors d'abord, le lieutenant de la largeur, Simone Inzaghi, visiblement il déteste quand d'autres utilisent la largeur. Il a pété un câble sur cette passe latérale pour Théo Hernandez. On dirait qu'il s'apprête à lancer son meilleur strike là. Il est sur la piste de bowling, il a enfilé les chaussures, mais Denzel Dumfries, qui n'a pas suivi ses instructions, va se prendre une soufflante absolue. Il était hors de lui. J'adore Inzaghi, mais c'est un peu un dingue quand même. Et sinon, juste un top match. Ça aussi, j'en ai vu de bons petits passages sur la fin après Arsenal City. Il y avait un duel Tomori-Thuram qui symbolisait un peu la belle bataille de cette rencontre. Ouais, c'était costaud. On a eu le navigateur TJ Reinders qui était en pleine forme et un vrai navigateur. Conduction, frappe, repoussé par Zomer. Quelle frappe! Une frappe pure. Et au bout d'une top projection de l'AC Milan, tout ce que Milan sait faire de mieux, c'est-à-dire la récupération avec Younous Moussa, la projection ensuite, Théo Hernandez, Raphaël Leao, le couloir Panthère Guépard, Leao lancé, centre en retrait, ça atterrit dans les pieds de Reinders qui finit. En plus, la finition, elle n'est pas évidente. Hein. Il y a littéralement 4 intéristes sur la ligne, Zomer qui sort, Barella qui tacle, il la met vraiment sous la barre. Beaucoup de sang-froid, je trouve, dans cette finition. Et ouais, 1-0 pour l'AC Milan juste avant la mi-temps. C'est vraiment le navigateur, hein. Il a sorti la longue vue au moment de la célébration. Et après, sinon, je dirais quand même que l'Inter était au-dessus. Ça s'est encore plus vu en seconde période. Ils ont plus créé, ils ont marqué au total 3 buts refusés, même si à chaque fois c'était tout à fait logique, des hors-jeu, et là il y avait faute de Dumfries. Ils ont touché 3 fois le poteau aussi. Bissek, Thuram, Dumfries sur cette occasion. Et à la fin, ils ont été récompensés par 3 héros tout à fait improbables. Pas Barella, qui indique où il faut jouer, mais qui a tout eu avant les autres, normal, c'est Nicolo Barella. Mais plutôt par Bissek, centre au second poteau, Zalewski qui est entré en cours de jeu et qui remet dans les pieds de Stéphane De Vrij. De Vrij, pas la pire saison. On en a parlé il y a quelques mois. On l'avait mis dans notre 11 Champions où il fallait choisir un joueur par club. Et De Vrij, franchement, vraiment pas mal. Il finit, c'est son moment de lumière. Et ça fait donc un match que, comme je dis, mes potos néerlandais, les commentateurs ici, ont vraiment bien kiffé. Parce que quand ça finit un partout, but de Reinders, but de Vrij, ouais, on peut dire effectivement que Milan est orange. Et ça fait 17 matchs de Serie A consécutifs sans défaite maintenant pour l'Inter. Le petit tour d'Italie, Che Bella Italia, ça continue. Et je trouve ce championnat non seulement splendide, mais de plus en plus télégénique. Ils ont fait un effort sur la couleur des pelouses, j'ai vu. Et je sais pas, quand t'as des Inter Milan, les tuniques, elles sont splendides, mais aussi Naples, Roma, je sais pas, je trouve ça magnifique. Et Naples a plutôt bien démarré, comme d'habitude, Neres, Lukaku, le rôdeur McTominay qui est là, il finit pas. Les ballons par-dessus de Juan Jesus, ils ont fait mal. Conte indiquait où jouer, ouais, il avait bien vu Spinazzola dans le dos. Et son petit ballon par-dessus, là, par-dessus Svilar, on avait parlé il y a quelques mois aussi. Magnifique, Spinazzola qui est revenu en forme. Mais ils ont égalisé avec Angelino à la toute fin de match, dans les tout derniers instants. Et Conte, ça fait vraiment 2 points perdus qui pourraient être très très importants. On va y revenir au classement. La Juve contre Empoli, ça c'était un match, une victoire critique pour eux. Ils sont menés très vite par un but, en plus de qui? De Mattia De Sciglio, ex-Juventino. Et ils avaient vraiment besoin de revenir, ils avaient un besoin vital de points. À l'heure de jeu, Kolo Muani, un doublé, ici 61e. Ouais, on voit Mota qui est un petit peu sauvé par Randall là. Il commence à avoir un petit peu chaud. Et après, la chevauchée spatiale de notre astronaute Kenan Yildiz, qui était splendide, incroyable. Il dévie, transmet. Randall Kolo Muani déclenche. Elle est déviée, elle est vraiment bien déviée. Mais en 5 minutes, doublé pour lui. Et la Juve repasse devant Empoli. La sortie de Kenan Yildiz, c'est vraiment... L'autre jour, j'étais avec un chauffeur de Uber turc à Amsterdam, beaucoup de Turcs. Et on parlait justement un petit peu des pépites turques. Et il me dit, pour moi, alors qu'en plus, il est plutôt fan du Fener et tout. Et pour moi, Güler, je le trouve un peu surcoté, surtout par rapport à Kenan Yildiz, qui pour moi est vraiment de très loin notre plus gros talent.
Alors, Gouler surcoté, je sais pas, il faudrait voir avec beaucoup plus de temps de jeu en club, etc. Mais par contre, Yildiz, énorme talent, je suis tellement d'accord. Et je le mettais devant Gouler d'ailleurs dans mes 24 U24, le classement qu'on avait avec Stan. Gouler avait fini devant parce que Stan l'avait mis plus haut. Et c'est pas des profils totalement différents de toute manière, donc la comparaison n'est pas très utile. Mais Kenan Yildiz, je suis très très fan. Et c'était intéressant aussi sur le banc, je voyais Mota qui parlait avec Vlahovic avant son entrée en jeu, parce que Kolo Muani a un peu pris sa place quelque part. En tout cas, il le pousse dans ses retranchements. Il est entré à une demi-heure de la fin, et Vlahovic là, avec en plus Empoli réduit à 10, qui souffrait pas mal sur les transitions, s'il sort pas sa meilleure frappe pleine lucarne, je crois qu'il prend une soufflante de Coupe Miners, de Conceição, de Kefren Turam, de tout le monde. Parce que c'est pas le geste qu'il faut sortir ici. Heureusement, il a un bon pied gauche. Elle va en pleine lucarne, il célèbre pas derrière. Célébration un peu, je sais pas s'il y a quelque chose dans sa vie privée. Peut-être c'est le petit feeling que j'ai eu. Il est un peu reboosté par ses coéquipiers. Ou alors si c'est juste le truc de sa situation de titulaire qui est un peu chamboulé par l'arrivée de Kolo Muani. Mais en tout cas, célébration très, très sobre de Dusan Vlahovic. Et après, la Juve a continué de dérouler avec Chico Conceição qui a marqué le 4-1. Il célèbre à la fin. Il discute avec Renato Veiga, la nouvelle prise de la Juve. Mais cette victoire leur fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et ils en avaient besoin. Ouais, Kolo Muani, le sauveur de Thiago Motta, c'était pas dans mon bingo 2025. La Fio regagne enfin. Ça, je voulais vous le montrer simplement pour un but. Pour moi, c'est peut-être le but du week-end. Vous l'avez peut-être vu passer. Le but de Moise Kean. Son 17e but de la saison, un truc comme ça, toutes compétitions confondues. Mais cet enchaînement-là, un peu zlatanesque, même si le pied va pas aussi haut, mais en frappant pivot sur un coup franc par-dessus, incroyable, incroyable but, splendide. Et des nouvelles de Maxwell Cornet aussi dans ce match. Le stade Artemio Franchi est en reconstruction. Et peut-être que Maxwell Cornet voulait prêter assistance. Il a envoyé une mine largement au-dessus de la barre. Il a dû atterrir dans le tractopelle. Mais ouais, Cornet qui est désormais au Genoa. Mais ça se passe pas forcément hyper bien si on en croit cette occasion. Et après, juste le dernier truc en Serie A, c'est, j'en parle depuis quelques semaines, Bologne. Attention à Bologne, ils remontent pas mal. Hein. Que ce soit en Champions où ils sont pas qualifiés, mais ils finissaient pas trop mal. Victoire contre Dortmund, le nul contre le Sporting. Et là, en Serie A, ça fait un moment qu'ils n'ont pas perdu. Et ils ont battu Comme. Comme qui est en plus une équipe assez intéressante en ce moment. Leur capitaine Silvestri, là, qui n'avait pas marqué depuis un an. Si vous voyez sa célébration, ça se voit qu'il n'a pas marqué depuis un an. Il sait pas où aller. Il fait genre 3 allers-retours. Puis après, il se souvient que oui, il vient d'avoir eu un enfant. Il vient d'avoir un enfant, donc il va prendre le ballon, il fait la célébration. Et dans l'ensemble, je vois une équipe de Bologne qui non seulement joue bien, gagne, mais en plus, il a l'air d'avoir une vraie équipe. Je sais pas si c'est les restes de la saison passée, de l'épopée qu'ils ont vécu ensemble, mais ils célèbrent tout ensemble. Il y a un arrêt du gardien comme ça dans le temps additionnel, alors qu'ils gagnaient de toute manière 2-0. Ils auraient pu l'encaisser, ce top coup franc de Nico Pass. Mais ils célèbrent comme des malades. Pareil au coup de sifflet final. Je ne sais pas s'il y avait une prime de victoire sur cette rencontre, mais ils sont à donf. Avec leur capitaine Silvestre aussi. Vraiment très kiffant. Donc ouais, je dirais, il se passe un petit truc à Bologne. Attention. Et en plus, au classement, ils reviennent à 3 points. Ils sont la 7e, mais ils reviennent à 3 points de la Juve 4e, avec un match en moins par rapport à la Juve. Il y a encore Lazio et Fio qui sont devant de 2 points et qui ont, pareil comme Bologne, 22 matchs joués. Mais ouais, ils sont en embuscade un petit peu, nos amis de Bologne. Voilà pour l'Italie. Toujours un régal. Merci la Serie A. Et maintenant, on file en Liga, avec le Real qui tombe. Défaite du Real Madrid, avec en plus la sortie sur blessure de Tony Rudiger. Ça fait très mal. C'était contre l'Espagnol Barcelone, c'était en Catalogne. Il est sorti. Vinicius avait pourtant ouvert le score d'une superbe frappe enroulée, top déplacement. Mais son but a été annulé pour une faute de Mbappé en dehors de l'action. Dommage. En plus, il y avait... Bon, les deux se ceinturent, mais ouais, c'est sûr qu'il y a un geste de Mbappé là-dessus. Bon, le truc avec Vini, c'est qu'il est tout autant capable de gestes de lumière pure, de magie. Il ensorcelle son vis-à-vis. Quel geste ici. Roulette grand pont. Mais après, dommage, la simulation. Et ça, ce combo, c'est malheureusement très Vini. Et c'est dommage qu'il y ait le deuxième parce que sinon, il est capable de trucs tellement extraordinaires. Après, c'était pas la faute de Vini ce match, clairement. Les problèmes d'organisation sans ballon du Real Madrid étaient assez visibles quand Lucas Vazquez est aspiré dans l'axe comme ça.
Et donc on a du coup tout le couloir droit qui est laissé vacant. Ici, Raúl Asensio, il dit il faut aller couvrir. Et il y a du coup Rodrigo qui se retrouve latéral droit de fortune, qui se fait avaler par son vis-à-vis, qui frappe au-dessus. Johan Garcia, un des meilleurs gardiens de Liga cette saison, a fait un gros match. Et son poteau l'a aidé aussi à 2 reprises. Ici Mbappé. Mais après, c'est juste aussi l'Espagnol a fait un match de guerrier, mais guerrier un peu sale. Des tacles très vilains comme celui-ci de Romero sur Mbappé. La Liga, ça peut vraiment être un championnat de boucher parfois. Hein. Il n'a pas pris rouge. Hein. Il casse la contre-attaque avec un tacle haut comme ça, derrière sur Mbappé, dans le mollet. C'est très très vilain comme image. Et Romero, il n'a pas été exclu là-dessus. Donc cette Liga, vraiment, c'est un mix entre la finesse technique que beaucoup d'équipes ont, mais aussi il y a des gars, c'est vraiment des bouchers. Et ce bourbier, dans lequel le Real, qui pourtant finit à 21 tirs à 5, 2 poteaux, comme celui-ci de Rodrigo, bah, ce bourbier, le Real s'y est finalement enfoncé sur une transition défensive, encore une fois, et bah, c'est Romero qui va finir, lui qui aurait peut-être dû être exclu. Il finit à la 85e minute, et quand tu ajoutes ça à la blessure de Rudiger qui va manquer au moins 2 semaines, on parle de entre 2 et 3, une vingtaine de jours, donc c'est Man City a priori, hein. Cette ligne défensive du Real va encore être amoindrie. Et dans l'immédiat, c'est une très mauvaise opération pour le Real Madrid, qui cède du terrain et qui n'a désormais plus qu'une longueur d'avance sur l'Atlético, le Barça et l'Atlético qui soufflent chaud sur la nuque du Real Madrid. L'Atlético qui l'a emporté contre Mallorca, but de Samuel Lino, c'est son 2e en 2 matchs. Et il y a Griezmann qui a validé la victoire d'un petit lob comme ça, splendide. Dans le temps additionnel, son 9e de la saison. En Liga, il aurait pu en avoir 10 sur ce match s'il avait converti ce centre en retrait de Le Normand qui est juste un petit peu trop long, dommage pour Grisou. Mais voilà, l'Atleti revient, comme on a dit, à 1 point du Real, 48-49 pour le Real Madrid. Et le Barça aussi est dans la course. Barça qui a enchaîné 2 victoires d'affilée en Liga. Le Barça revient dans la course à 4 points du Real Madrid. Ils l'ont emporté ce week-end contre Alaves. Et Yamal, il a commencé le match 4e minute en dribblant 6 gars comme ça. Les images, elles sont totalement folles. Et après, on a envoyé une passe Trivela en plus. L'autre jour, en live, je vous parlais de... Si je crée un jeu de fantasy foot, j'aimerais bien reprendre le concept de la NBA, faire 9 catégories statistiques. Et une des statistiques, ce serait dribble réussi. J'imagine sur cette action, comme tu vibres, si tu as Yamal dans ton équipe, parce qu'il a dribblé 6 mecs, il a fini à 11 dribbles réussis. 11 dribbles réussis. Record du match, le 2e, c'est Pedri qui a 3. Ouais, juste quel fou. Et après, en plus, il dit au stade de se lever, d'y aller. Incroyable. Gavi était sorti premier quart d'heure, protocole commotion, remplacé par Fermin Lopez. Et sinon, un truc qui m'a marqué, Koubarsi qui joue le piège du hors-jeu très bien là. Et le Barça qui a vraiment fait un vrai match fliquin de piège du hors-jeu. Alors que ça faisait quelques temps qu'il réussissait plus trop à le faire. Son alignement justement était pas ouf. Si on regarde le nombre de hors-jeu par match, vous vous souvenez, ils avaient cette période 7, 10 contre Osasuna, 11 contre Alaves, 12 contre le Real Madrid. Et après, depuis quelques rencontres, 0 contre le Betis, 1 contre les Ganes, 4 Atlético, 2 Getafe, 4 Valence, beaucoup moins de hors-jeu générés. Là, ils sont revenus à leur standard 11 contre Alaves, qui a complètement été pris par la ligne haute et leur qualité d'alignement. Donc ça, c'est un truc qui m'a marqué dans ce match. Je dirais aussi Pedri qui m'a marqué dans ce match. Ouais, on a parlé de ses passes Patek Philippe, l'horloger Pedri, mais il y a aussi les conduites quartier parce qu'il est tellement soyeux, il a continué de faire mal, ses infiltrations dans les petits espaces. Frappe extérieure, pour le coup, il l'a tenté. Peut tenter encore un petit peu plus. S'il ajoute les stats, bah, il va être dans la conversation des GOAT du milieu parce qu'il est juste incroyable cette saison. Et là encore, ouais, des prises de balles, des enchaînements. C'est dingue. J'ai vu la stat. Après, c'est une stat... faut s'accrocher celle-là. Mais donc, sur les 10 dernières saisons du Barça, il y a seulement 3 joueurs qui ont réussi un match à plus de 10 duels gagnés en ayant 100% de réussite de duels gagnés, sans perdre le moins de duels. C'est bon, vous l'avez compris? On peut faire l'interro la semaine prochaine. Mais en gros, c'est Busquets, Frenkie et Pedri. Donc, 11 duels joués, disputés sur ce match, 11 duels remportés. Tout ça pour dire Pedri est très fort, on n'avait pas besoin de cette stat nulle. Si je faisais du montage, je l'enlèverais. Mais ouais, juste monstrueux Pedri. Et ouais, le Barça qui, pour autant, là on parle de toutes ces actions, mais qui se cassait un petit peu les dents sur Alaves, à l'image de Robert.
C'était 0-0 jusqu'à l'heure de jeu. Mais sur cette frappe déviée de Rafinha, et bah Robert, justement, il a surgi. Il a planté son 30e but de la saison, toute compétition confondue. Et Papi Andy peut respirer. Ces gars l'ont fait. Au classement, donc, le Barça revient, comme on a dit, à 4 longueurs du Real Madrid. Et semaine prochaine, il y a un tournant, un vrai tournant dans la course au titre. C'est Real Atleti samedi soir. Donc, Real Atleti samedi soir, Séville-Barça, déplacement à Séville pour le Barça. Un de ces 3 clubs, a priori, va sortir grand gagnant de la soirée. Et il faudra y être. Il faudra y être parce que c'est un moment hyper clé en Liga. Ok. Et chez nous maintenant. Chez nous aussi, c'est passé des trucs intéressants ce week-end. Alors, malheureusement, hier soir, ça, on en a déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. Mais un petit peu plus tôt dans le week-end, un match de Champions, Brest-Paris Saint-Germain, Kvara titulaire et très axial, notamment sur cette séquence. Intéressant, avec Nuno Mendes qui prenait la largeur, on voit encore les deux, et Mendes très large, mais Kvara presque dans une position d'avant-centre, ça n'a pas du tout été le cas tout le match, mais ça montre la fluidité de ce Paris Saint-Germain, et que Kvara peut parfois se retrouver dans ces petites poches d'espace. Il est servi ici, énorme raté, il aurait pu avoir son premier but de sa carrière parisienne, non, ce sera pas pour Brest, mais sinon après on a vu tout ce que Paris fait de mieux, la classique vraiment des derniers mois, c'est Barcola lancé dans la profondeur, dans l'intervalle entre central et latéral, je dirais entre Chardonnay et Lala. Il prend cette profondeur et après il sert Dembélé qui finit dans le but vide. Ça, c'est vraiment la classique de Paris. Et ça leur permet d'ouvrir le score à Francis Leblé. Après, Brest revient plutôt pas mal. Je ne sais pas s'ils sont les légionnaires du Finistère, mais ils ont quelques bons Romains. D'abord, Fèvre, grosse frappe, bel arrêt de Gigio Donnarumma. Et ensuite, l'autre Romain, Del Castillo, pour égaliser un partout. Ils sont revenus en seconde période, ils sont revenus à un partout. Le problème, c'est que Paris est trop méchant et le baron Ousmane, doublé pour Dembélé, puis un triplé sur une action qui est splendide. Contender but du week-end pour moi parce que Doué, très bon ballon, mais ce que fait Kang In Lee ici, le contrôle orienté comme ça, et après juste le petit pointu pour la mettre dans cet intervalle, c'est un enchaînement dingue, je trouve. Et Dembélé finit en plus pour son triplé. Donc ouais, Brest n'a pas été... ils n'ont pas su quoi faire là-dessus. C'est là que tu dis, ah ouais, ok, c'est quand même un autre niveau en face. Il n'y a rien qu'on peut faire là-dessus. Par contre, ils n'ont pas été trop loin de revenir. Ajorc marque. Madi Camara aussi a une belle occasion. Attention au coup de pied arrêté pour Paris, ça reste un truc, ça reste un problème quand même dans les 6 mètres. Faut mieux les défendre. Mais de tops entrées pour Paris de Doué. Et Gonzalo Ramos qui marque ici le but du 4-2. Ramos d'ailleurs doublé pour le 5e. Très malin. Parce que oui, là sur cette situation, t'es obligé d'aller servir. Il n'y a pas le choix. Tu dois aller servir. Ça peut être... c'est Magnoulou ici ou à Doué autre côté, surtout ça doit être Doué, tu dois le servir, sinon tu vas prendre la soufflante dans le vestiaire, mais il a bien envie de marquer son doublé, donc ce qu'il va faire c'est un petit 1-2 avec Luc Zogbe. Ça lui revient dans les pattes, il a un peu de réussite, et il va finir bout portant devant Bizot, ça fait 5-2 pour Paris, et au Paris donc, au classement, on va même se mettre à appeler le classement Paris, tellement ils sont dominateurs en Ligue 1, au classement Paris, après 20 journées, toujours pas de défaite, invincible, 50 points, 10 de plus, sur leur poursuivant. Est-ce qu'ils peuvent faire la saison invincible? Il reste quand même 14 matchs. À n'importe quel moment, tu dis qu'une équipe en championnat, elle a fait 14 matchs d'affilée sans perdre, c'est une dinguerie. Donc, pas sous-estimer quand même ce que c'est 14 matchs. Ils vont recevoir Monaco déjà vendredi prochain, ça c'est quand même un gros match. Il y a un déplacement à Lyon fin février, après ils enchaînent réception de Lille, dans une période européenne qui est un peu charnière pour eux, surtout Lille qui est costaud, attention. Mais les plus gros matchs, ils les jouent à la maison quand même. Monaco, Lille, même Marseille mi-mars. Donc ouais, peut-être qu'avec de grosses rencontres au parc, ils pourraient faire leur première saison. Ce serait leur première, non, en France, invincible. Je crois pas qu'ils l'aient déjà fait. Mais je me perds peut-être un petit peu dans les titres du Paris Saint-Germain. Mais je dirais non, à vérifier. Donc voilà en tout cas pour Paris-Brest, Brest-Paris. Sinon, il y a Monaco aussi, qui était assez intéressant ce week-end. Ils étaient mal contre Auxerre, ils étaient menés 2-1 à la mi-temps. Mais un triplé de leur Danois Mika Biret, leur jeune nouvel attaquant, top finition sur le premier, je trouve. Beaucoup de lucidité pour attendre que Donovan Léon plonge. Magnifique. Cette reprise pour son deuxième, tout en touché, splendide.
Et après, un peu shipper, un peu chapardeur, un peu voleur sur son triplé, même si, normal, le crochet extérieur était un petit peu long. Et puis, il va dire, ouais, c'est toi qui as tout fait. Mais un triplé, donc, pour Biret, il va le prendre, son ballon. Et ça fait donc 4 buts en 3 matchs, parce qu'il avait déjà planté le week-end dernier. C'était contre Rennes, si je dis pas de bêtises. Ouais, on va regarder ça tout de suite. Pas se casser la tête, ouais, contre Rennes. 4 buts en 3 matchs de Ligue 1 pour Mika Biret. Ça fait 18, toutes compétitions confondues, parce qu'il en a marqué 2 en Champions, 11 en Bundesliga autrichienne. Monaco a pris, on dirait, un bon petit joueur. Avec l'ami, le Danois, né à Londres, Mika Biret. Alors, à Lille, les jours passent et les miniatures YouTube se ressemblent. Celle contre le Feyenoord et celle contre Saint-Étienne. Voilà la différence. Je vois pas tout à fait la différence. Parce qu'à Lille, bah, c'est toujours aussi bon. Mené 1-0 par les Verts d'Eric Orneland. Ils ont encore sorti un gros match à la maison. Avec encore un grand Osam Sarawi. La connexion avec Bakker elle est toujours aussi bonne. Cette prise de balle là, pouf, superbe contrôle orienté en pleine surface. La finition aussi, c'est top. Très bonne connexion avec Mitchell Bakker. On en a déjà parlé le match contre le Feyenoord. Et aussi bonne connexion avec Joe David, qui est passeur décisif pour Sarawi. Sarawi, qui encore une fois sur un appui dans le temps additionnel avec David, aurait pu avoir son triplé. Très très bon jeu d'appui remise autour de la surface. Et sa frappe, malheureusement pour lui, elle va échouer sur la barre. Mais ouais, juste Lille, magnifique équipe, qui a mérité de jouer un 8ème de Champions. Merci coach Genesio en tribune. C'est beau pour lui. Et au classement, bah, Lille reprend sa place top 4. Et le top 6 dans l'ensemble, là, les Européens, ils ont fait un beau jump sur les autres. Parce que Lyon a perdu, Brest a perdu, Strasbourg a perdu aussi. Toulouse match nul, Auxerre perdu, Angers nul, Reims perdu. Enfin, grosso modo, tout le monde a perdu derrière les 6 premiers. Ou à part Nice, ça a même été des victoires de partout. Donc il commence à y avoir une petite séparation. Et encore, ça qui est dingue. Même nous, avec 4 matchs d'affilée sans gagner en Ligue 1, on n'est pas tout à fait distancés. Donc croisons les doigts. Mais sinon, ouais, Paris, Marseille, Monaco, Lille, ça fait un beau top 4, on va pas se mentir. Et si c'est eux en Champions la saison prochaine, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Ok, ça c'est pour la Ligue 1, il reste quand même 14 journées, donc tout peut se passer. Et en Allemagne, ça commence à sentir bon pour le Bayern, mais ils ont eu chaud, comme un barbecue. Ils pensaient vivre une après-midi tranquille, bercée par la musique classique de l'Allianz Arena, on la connaît très bien. Ce centre en retrait de Michael Olise, la réponse, Jamal, qui plante le but du 1-0. Doublé de Kane aussi, il continue de planter. Et Gnabry, ok, c'est défense Bundesliga en face. Ok, contre Holstein Kiel, il y a eu des petits moments, genre là, les 2 d'affilée. Mais son enchaînement, il est violent. Franchement, top but de Gnabry. Il menait 4-0 donc, au bout de 54 minutes. Le problème, c'est que défense Bundesliga, ça s'est aussi appliqué au Bayern, qui en a pris 3 dans la foulée, 2 dans le temps additionnel. Et ouais, juste, ça fait quasiment 2 XG concédés contre les 17e de Bundesliga, Holstein Kiel. 6 grandes occasions concédées. C'est pas hyper rassurant. Et d'habitude, en plus, j'en parle chaque semaine, le Bayern, ça célèbre très fort au coup de sifflet final. On sent qu'ils sont en mission. Bon, là, ils étaient un peu dépités. Même, ouais, pas de célébration. On sent que la fin de match les a un peu affectés. Après, ils pourront tout de même avoir le sourire parce que même si Leverkusen a gagné, avec notamment un but de Victor Boniface. Il y avait toute cette histoire autour d'un transfert en Arabie Saoudite. Finalement, c'est John Duran qui est allé à Al Nassr. Donc il est resté, il a planté. Et comme la semaine dernière aussi, Schick a planté. Comment ? Comme la semaine dernière, sur un gros travail de Florian Wirtz. C'est lui qui fait tout. Sa frappe, elle est repoussée. Pas par le montant cette fois, mais par le gardien d'Offenheim. Ça revient dans les pieds de Schick qui finit, qui fait que marquer en ce moment. Il marque à tous les matchs. J'ai l'impression on montre les mêmes images chaque semaine. Gift Orban a marqué aussi. Mais voilà, malgré cette victoire du poursuivant Leverkusen, le Bayern conserve sa belle avance en tête du championnat. Pas trop de... Ils sont bien, les hommes de compagnie. Voilà pour l'Allemagne. Mercato jour J, c'est notre 9e sujet. Je vais pas être trop long là-dessus, parce qu'on pourrait défiler la page de Fabrizio Romano pendant un bon moment. Il y a quelques minutes, Nico Gonzalez à Manchester City, here we go, intéressant, de Porto. Beaucoup de choses. Rashford à Villa, j'ai vu. Mathis Amougou à Chelsea, mais Chelsea vont recruter toutes les pépites du foot européen, c'est une dinguerie. Ça doit être un message de Stan, parce qu'on est en train de discuter un peu du sujet de cette semaine, que j'ai choisi. Je pense que ça va être sympa. Hâte de vous montrer tout ça.
Neuer qui a prolongé jusqu'en 2046. Combien de temps est-ce qu'il va rester? Ça fait beaucoup de maillots pour Manuel Neuer. 2 ans de plus, donc 1 an de plus pour lui à minima. Et juste beaucoup de monde qui a été transféré. Tout ça. Félix à Milan, ok. Le mercato estival, c'est fini? Non, pas de Cherki à Dortmund, ok. Le mercato hivernal, pardon, le gros récap du mercato hivernal, on va évaluer pas mal de transferts et tout, c'est demain. Demain, parce que la clôture là du mercato, c'est ce soir à minuit. Donc demain, on reviendra dessus. En plus de détails. Et cette semaine, donc, à part la clôture du mercato, qu'est-ce qu'il y a? Et bah, il n'y a pas de Ligue des Champions, mais on a déjà Chelsea-West Ham, match très important ce soir, comme je vous en ai parlé. Il y a la Carabao Cup, qui est critique pour Newcastle, qui a emporté 2-0 contre Arsenal à l'aller et qui maintenant reçoit à St James Park. Mais depuis, les états de forme, ils ont un peu changé. Arsenal qui vient d'éclater City 5-1, ils vont se dire qu'ils peuvent le faire. Newcastle qui a perdu ce week-end, attention. Et ouais, à quoi va ressembler la finale de League Cup? Parce que je dirais que les deux favoris, normalement, de ces affrontements, ont perdu l'aller. Arsenal contre Newcastle, mais aussi Liverpool contre Tottenham, comme on l'a dit. Donc il pourrait y avoir des renversements de vapeur. Il y a des matchs très importants en League Cup. Ce Newcastle-Arsenal déjà, et il va valoir très cher mercredi soir. Donc on va commencer par ça. On a aussi de la Copa del Rey. Où est-ce qu'elle est? Real et Barça, est-ce qu'ils ont une autoroute en phase 2 pour aller chercher un Classico en demi-finale ou en finale? Barça qui joue Valence. Et le Real, c'est Leganés. C'est mardi, le Real? Ou mercredi? En tout cas, on va quand même checker, on va pas dire de bêtises. Mercredi soir, 21h, Leganés Real Madrid. Et le Barça contre Valence, donc deux clubs mal classés. Il y a quelque chose à aller faire pour ces deux. Et en Italie, qu'est-ce qu'on a? On a de la coupe dès mardi avec Atalanta-Bologne. En plus, ce gros Bologne-là, ça peut être intéressant. On a Milan-Roma. Et on a un match en retard jeudi de Serie A, Fio-Inter, qui est aussi très important. Enfin, de la Coupe de France. Alors, il n'y a pas vraiment d'affiche en Coupe de France, si je ne dis pas de bêtises. Sauf à considérer que Cannes d'Yves Cabourg est un choc. Mais par contre, il y a un match qui m'intéresse plutôt. C'est mardi 19h, Lille-Dunkerque. Dunkerque de Luis Castro, dont on a parlé l'autre jour dans la vidéo des entraîneurs à suivre, qui joue un petit peu sa montée. Et Lille, ce Lille-là, franchement, maintenant que tout le monde a été éliminé, grosso modo, à part le Paris Saint-Germain dans cette coupe, il y a une vraie possibilité d'aller jouer une finale pour un Lille qui mériterait d'aller chercher un titre cette saison. Donc ouais, ça c'est, je dirais, un petit truc à suivre cette semaine. Ça faisait un gros récap. Il reste les mousquetaires. Partez pas. 3 mousquetaires, très hipster comme promis. Et le premier, c'est Nicolas Krstovic de Lecce, le Monténégrin, parce que il a commencé son match avec un but refusé, magnifique but, mais but refusé pour un hors-jeu de ça, une pointure de chaussure, grosso modo, c'est un peu la classique, mais ouais. Ça l'a énervé, et bah du coup, boum, superbe tête, où il a contracté 15 abdos là, pour la mettre pour un poteau opposé, très belle tête, 1-0 pour égaliser contre Parme, ouais, Krstovic, un but et 2 passes décisives en plus pour son pote Perotti ou Perota. Lecce l'a emporté, gros match du Monténégrin Krstovic, et il est pas trop mal depuis décembre. Il a planté, ça fait quoi du coup? 5 buts et 3 passes D sur les à peu près 10 dernières journées de Serie A. Pour un gars, lui, Krstovic, qui est un avant-centre monténégrin de 24 ans, à un moment était un peu coté, il a quand même une 24 sélections avec le Monténégro. Et voilà, je pense pas qu'on en parlera beaucoup cette saison. C'est mon premier mousquetaire. Le deuxième, lui vous le connaissez je pense, Ante Budimir. Est-ce que certains ici sont des fans? Enfin, fan c'est un grand mot, mais est-ce que certains connaissent Dinomir, le géant? C'est avec ça que j'ai appris à lire quand j'avais 6 ans. En CP, on lisait, je sais qu'il y en a qui lisaient d'autres trucs, Tom et Nana, machin. Moi, c'était Dinomir le géant. J'ai lu Tom et Nana aussi, plus tard. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Si, on parle de ça parce que Dinomir le géant, c'est pas Dinomir, c'est Budimir le géant. Il a encore marqué un doublé dans le derby basque contre la Real Sociedad. Pourtant, son match avait commencé par une belle simulation. Il a pris un jaune. C'est pas pour ça qu'on a mis mousquetaire. C'est pour ses 2 buts. Ici, magnifique finition en angle fermé. Et là, la tête. Budimir / Dinomir.
Ça fait 12 buts pour lui cette saison ici. Ça en fait le 3e meilleur buteur juste derrière Lewandowski et Kylian Mbappé en Liga. Et la saison passée, il avait fini avec 17 pions Boudimir. Donc c'est vraiment un serial buteur. Il était 5e meilleur buteur de Liga, même devant Griezmann par exemple. Donc ouais, gros Boudimir. Et le truc, c'est qu'en plus, il n'avait pas marqué depuis 5 matchs. Il avait attaqué la saison très très fort. Il n'avait pas marqué depuis 5 matchs. Il retrouve le chemin des filets. Et Osasuna en plus, j'ai un pote qui est très, très bon pote qui est fan d'Osasuna. Ils s'accrochent dans la course à l'Europe. Cette victoire, elle leur fait beaucoup de bien. Ils ont un différentiel de but négatif, mais ils sont 7e à 2 points du Rayo Vallecano. Ouais, la 6e place, c'est la Conference League en Espagne. Et Osasuna espère l'accrocher. Donc, on a Nikola Krstovic, on a Ante Boudimir. Osasuna l'emporte. Je vous promets que mon 3e mousquetaire n'est pas un autre avant-centre des Balkans. C'est même un joueur, pour la première fois de l'histoire, qui n'est pas un joueur du Big Five. On a fait une petite entorse à notre habitude. Mais vous savez peut-être que ce week-end, c'était classiqueur, ici aux Pays-Bas. Et si vous ne connaissez pas le résultat de cette Ajax Feyenoord, peut-être qu'un simple retour sur les vidéos YouTube des 2 chaînes, si on regarde le nombre de vues, 116 000 pour l'Ajax, à peine 5 500 pour le Feyenoord. Ça peut vous donner peut-être une idée. Donc si j'étais fan du Feyenoord, j'aurais beaucoup de mal à regarder ce résumé de bon matin. Parce que, à l'heure de jeu, donc mon mousquetaire c'est Kenneth Taylor, à l'heure de jeu, Quinten Timber, le frère de Jurien, avait annulé un but, le but de l'ouverture du score de Brian Brobbey, donc Feyenoord revient à 1 partout. Voilà Quinten. Penalty provoqué par Wout Weghorst pour l'Ajax, à 20 minutes de la fin, il est repoussé, il le rate. On reste donc à 1 partout jusqu'à la 94e minute. Et sur ce débordement, il est servi Kenneth Taylor dans le temps additionnel à la Johan Cruyff Arena, qui est un magnifique stade, tellement grosse ambiance. Les Farioli Boys l'emportent 2-1. Ils ont leur victoire héroïque, c'est l'Ajax après tout. Et elle leur fait beaucoup de bien parce que comme le PSV Eindhoven a fait match nul dans une rencontre totalement dingue. C'était 3 partout, c'était contre le NEC Nijmegen, je crois. Ils ont lâché des points, ils en lâchent depuis un moment. L'Ajax, par contre, c'est tout l'inverse. Ils sont en feu, en tout cas en championnat. Et ils sont revenus à 2 longueurs du PSV Eindhoven avec un match en moins. Donc l'Ajax peut reprendre la tête. C'est un moment que ça n'a pas gagné le championnat. Depuis que je suis ici, à part les tout premiers mois, là ils l'ont gagné. En plus, j'étais allé voir. Avec un gros match d'Anthony notamment. C'était à l'époque. Mais ouais, l'Ajax peut revenir, peut regagner le titre. Et tout ça, grâce à ce but de Kenneth Taylor. Il y a un PSV Ajax fin mars. Il va valoir très très cher. Ils ont un petit parcours en Europa League aussi, où ils jouent les potes bruxellois de l'Union Saint-Gilloise. J'ai un pote qui vit à Bruxelles, qui est devenu un petit peu fan du PSG à la base, mais devenu un petit peu fan de l'Union. Je sais qu'il écoute souvent les vidéos. Donc... petite dédicace, là c'est un peu nos 2 clubs par procuration qui s'affrontent, et en plus le vainqueur de ça pourrait jouer l'OL. C'est soit Ajax, soit Union Saint-Gilloise, soit PAOK, soit Steaua Bucarest pour l'OL. Au prochain tour, on verra. Mais j'espère que l'Ajax va le faire avec le retour en plus à la maison. Ça pourrait augurer de belles choses ici à Amsterdam. Et donc Kenneth Taylor, non seulement il a marqué, mais en plus j'ai mis mousquetaire parce qu'il revient pas trop mal. C'était un prospect à une époque formé à l'Ajax, mais un petit peu décevant. Vous voyez, il avait explosé. Et après, il avait un peu rechuté, on l'avait perdu de vue. Et là, il revient bien. Franchement, il fait une bonne saison. Il est à 6 buts, 5 passes en Eredivisie. Il a planté en Europa League aussi. Il est plutôt apprécié cette saison. Donc ouais, c'est un Ajax très spécial. Pas très Ajax dans son style. Un peu défensif, un peu transition. Mais qui peut-être pourrait aller chercher un titre grâce à Farioli. Donc voilà mes mousquetaires. Krstovic, Boudimir, Taylor, c'était le récap. Vous avez bien sûr droit au surnom. Pour Ousmane Dembélé, je l'ai dit au début, on a choisi le baron Ousmane, qui est excellent, en référence au baron Haussmann, un des architectes de la transformation du Paris, version Luis Enrique. Donc pour Ousmane, vous connaissez l'histoire du baron Haussmann, vous connaissez la référence, les artères, c'est quoi? C'est dans Zola, la curée, qui tranche les grandes avenues de Paris. Et ouais, le baron Ousmane pour Dembélé, ça lui colle très très bien. Donc j'ai mis le baron, ce sera entre le baron et le baron Ousmane. On verra, mais celui que j'ai envie de surnommer cette fois,
Bah, le poteau Gabriel, c'est quoi? C'est un des meilleurs défenseurs centraux de la saison, un gars qui a vraiment pris de la cote sur les derniers mois. Son duel avec Haaland, qui a un certain caractère mythique, et juste ouais, un top central. Donc qu'est-ce que vous avez en stock pour Gabriel? Dites-moi tout ça. Jetons un coup d'œil peut-être à sa ville de naissance, ça peut nous inspirer. Et si ce long récap vous a plu, que vous êtes toujours là après 45 minutes, je vais toujours rien vous demander. Je vais simplement vous remercier, parce que si vous êtes là 3 quarts d'heure plus tard, bah c'est que vous êtes des vrais, et juste ça, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup les potes, j'espère que vous passez un bon lundi soir, j'espère que vous allez passer une excellente semaine, et nous de toute manière, on se dit à demain. Bisous.